Frankenstein conquiert le monde! Frankenstein contre Baragon de 1965, réalisé par Ishiro Honda. C'est le premier de 2 films de Frankenstein qui ont été tournés au Japon pendant la grande vague des films de Kaiju, la première grande vague. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis sont en possession du cœur immortel du monstre de Frankenstein. Puis ils le mettent dans un coffre qui envoie dans un sous-marin qui envoie au Japon pour que les savants japonais, pour le plus grand bénéfice de la race humaine au complet, ça nous est précisé, puissent étudier ce cœur immortel et découvrir le secret de l'immortalité. Le seul problème, c'est qu'on est à Hiroshima le 6 août 1945 et la bombe nucléaire tombe sur Hiroshima le jour même. Là, ils viennent d'ouvrir le coffre. 15 ans plus tard, on est dans les rues de Hiroshima qui a été reconstruit et il y a un curieux garçon qui ressemble mystérieusement au monstre de Frankenstein. Il se promène dans les rues de Hiroshima, il terrorise la population et il est capturé par un groupe de scientifiques, dont un savant américain. Est-ce que ça serait pas, par hasard, le monstre de Frankenstein ressuscité? Il grossit tout le temps, ce monstre de Frankenstein. En fait, il touche au sommet de sa cellule, au plafond de sa cellule assez rapidement, puis éventuellement, ben, il se sauve. On l'accuse de 1001 crimes, mais est-ce que ça se pourrait pas que le vrai coupable de ces crimes, ça soit un autre monstre? Un monstre préhistorique, peut-être? Puis, est-ce qu'il se pourrait que les deux s'affrontent dans un duel sans merci? Donc, je vous laisse regarder le film pour le découvrir, mais la réponse est oui, puis c'est cool, c'est vraiment hyper cool. 3 raisons pour lesquelles c'est bon. La première, c'est qu'écoutez, là, je viens de vous dire la prémisse du film. Il y a des nazis, ok, il y a un cœur immortel, il y a des sous-marins, il y a une bombe nucléaire, il y a un monstre de Frankenstein qui grossit, il y a un kaiju, un dinosaure, j'y reviens un peu plus tard dans la présentation. Ben c'est ça, il y a 56 millions d'affaires, c'est hyper cool. Tu sais, il y a une scène avec la main coupée de Frankenstein qui continue de grossir, puis la main qui marche toute seule. Fait qu'il y a tous ces éléments-là, fait que c'est rempli d'affaires ultra jouissives, mais aussi le film se présente comme étant dans la continuité des films de la Universal. C'est mentionné dans le dialogue que le monstre a survécu à toutes les fois qu'il est mort, il a ressuscité, etc. Il parle de ça, mais ce que le film capture d'une manière étonnante, c'est le pathos de Frankenstein. Le côté, est-ce que le monstre est le méchant ou le héros? Est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant? Puis toute cette question-là, puis ultimement, tout le film repose sur cette question-là. Est-ce que c'est notre ennemi? Est-ce que c'est notre ami? Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut le sauver? Etc. C'est vraiment hyper réussi tout ça, donc franchement, c'est très cool. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, rapidement, ben c'est une réalisation de Ishiro Honda. Moi, les films japonais de science-fiction, j'aime pratiquement tout le temps ça. Puis une grosse raison, c'est parce que c'est extrêmement souvent réalisé par Honda. Il en a fait, dans mon calcul, 27 des films de science-fiction. Il est hyper bon, ça se voit encore là-dedans. Donc on a ces grandes marques de commerce, les séquences atmosphériques, les scènes de foule qui sont hyper bien réalisées, puis des combats de monstres géants qui se rentrent dedans. Honda, très bon réalisateur. Puis, troisième raison pour laquelle c'est bon, mais j'en ai parlé, il y a un autre monstre géant dans notre film, c'est le fameux Baragon. C'est un des monstres préférés de Guillermo del Toro, la plus grande autorité sans doute sur Terre en termes de monstres cinématographiques. On le revoit dans d'autres films, Baragon. Et il joue entre autres, il y a un rôle relativement important dans Destroy All Monsters, le film sur l'île où est-ce que tous les kaijus s'affrontent plus ou moins. Ben ça, c'est sa première apparition, puis c'est une sorte de dinosaure qui creuse sous terre, qui a une corne phosphorescente et qui tire un rayon mortel. Avec sa bouche, là, comme Godzilla. Fait que c'est ça, puis vers la fin du film, toute la dernière séquence, essentiellement, c'est Baragon et Frankenstein qui se rentrent dedans, tu sais, fait que... puis Frankenstein fait plus ou moins des passes de lutte avec le dinosaure. Cool, là. Ok, fait que bon... C'est vraiment excellent. J'avais entendu dire que c'était bon, là. Oui, c'est bon. C'est un des très bons films de Kaiju. Vous allez voir dans votre vie.
En termes de réflexion, qu'est-ce que j'aurais comme piste de réflexion là-dedans? Ben, il y a plusieurs affaires en vérité, mais le pathos de Frankenstein, parce que les bons films de Frankenstein, à mon avis, mettent toujours l'accent finalement sur le côté pathétique de la créature. Fait qu'il y a toute une piste de réflexion là-dessus, mais la direction dans laquelle j'irais en priorité, ça serait la représentation des Américains là-dedans, parce qu'elle est extrêmement positive. Le savant américain qui est joué par Nick Adams, qu'on voit souvent dans ces films-là, qui est un gars qui aimait sincèrement jouer dans les films de monstres japonais. Il y a une scène où il fait de la tempura, ok? Il fait à manger. Il y a plusieurs scènes de cuisine, en fait, puis l'idée, c'est que le savant américain fait une meilleure tempura que la femme japonaise. Je sais que c'est de la science-fiction, là, mais même pour moi, ça m'apparaît dur à croire, là. Mais ça est présenté comme ça parce que, justement, le film m'a semblé à moi être une tentative d'établir un dialogue, en fait, avec les États-Unis. Les États-Unis qui, je pense, dans les années 60, ont encore des forces d'occupation. Il y a encore des soldats américains au Japon, je crois, au moins dans certains endroits. Une des affaires qui est étonnante là-dedans, c'est que j'ai senti que, d'une part, le film essayait de montrer que le peuple japonais veut avoir de bonnes relations avec les Américains, que d'une certaine manière, tout est pardonné. Ce que j'ai vu là-dedans aussi, c'est que l'Américain, c'est un personnage américain, mais quand on y pense, c'est un personnage japonais. Quand on voit un personnage américain dans un film japonais ou un personnage japonais dans un film américain, ce qui reflète, c'est pas la culture qui est représentée. Il reflète la culture qui crée le film. Puis des fois, c'est plus ou moins près, des fois, on reconnaît quand même assez bien. The Remains of the Day, je pense, là, le film sur les majordomes britanniques. Ben, c'est un Japonais qui a écrit ça. Puis moi, je suis tombé par terre quand j'ai appris ça. Mais bon, la version courte ici, ça serait que quand on voit un personnage d'une autre culture dans une œuvre d'art, ou même dans les fast-food, quand un restaurant, une chaîne de restaurants de fast-food européenne nous présente le sandwich américain, moi j'en ai déjà vu, là, ok? Ça n'a rien à voir là, avec ce que l'Amérique produit. C'est complètement d'une autre planète, ok? Puis quand une chaîne de fast-food, un restaurant américain présente le hamburger européen, jamais un Européen présenterait un mec qui ressemble à ça. C'est une version complètement imaginaire de l'autre culture. C'est la culture, en guillemets, extérieure, intégrée à la culture qui produit l'œuvre, qui la filtre, puis qui la re-représente essentiellement. Puis des fois, c'est fait d'une manière manipulatrice ou cynique, mais souvent, je pense que c'est le cas ici, ça m'a l'air d'être fait de bonne foi, d'une manière, c'est ça, encore une fois, d'entrer en relation. Donc je pense qu'il y aurait une bonne piste dans cette direction-là. Puis la recommandation... La recommandation, c'est pas les science-fiction, mais ici ça vaut la peine, c'est Lake of Dracula de 1971. Quand il y a Frankenstein, généralement Dracula est pas loin derrière. C'est excellent, Lake of Dracula. C'est super beau, c'est super atmosphérique. Ça a l'atmosphère de films comme Legends of Dinosaurs and Monster Birds. C'est pas du tout le film que j'imaginais que ce serait. C'est probablement meilleur que ce que je pensais, en fait. Ça fait que c'est vraiment excellent. Puis j'ai regardé et... il y a au moins 2 films de loups-garous japonais de la même époque, parce que c'est ça. D'habitude, t'as Frankenstein et Dracula qui apparaissent plus ou moins en même temps, puis éventuellement, t'as le loup-garou qui apparaît pas longtemps après. Les films de loups-garous japonais, ils ont l'air vraiment hyper cool. Là. Je n'ai pas trouvé de copie, mais ça a l'air des affaires de pouvoir psychique, puis de Yakuza. Je suis pas certain, mais ça a vraiment l'air hyper cool. J'ai pas regardé s'il y a une momie japonaise. Mais s'il y en a une, on a vraiment le jackpot, là. Manque juste la créature du lagon noir. Fait que c'est vraiment un panier de plaisir. Cette talle de monstres classique réinterprétée à la sauce japonaise, puis en particulier, le Frankenstein conquiert le monde. C'est particulièrement excellent. Puis pourquoi c'est excellent? Parce que c'est super bien réalisé, c'est atmosphérique, c'est cool, le monstre est cool, t'as du pathos, c'est intelligent. Fait que non, c'est vraiment... Tu sais, puis il y a un gros dinosaure géant, puis Frankenstein se bat à main nue avec à la fin. Ça fait que c'est certain que c'est bon, là. Voilà.